Radio One, le QG de l'info, Martin Arnal. Mercredi 2 septembre 2015, à la une de l'actualité, dans ce QG de l'info, des milliers d'agriculteurs convergent en ce moment à bord de tracteurs vers Paris où une manifestation en est prévue demain. Leurs lents convois ont déjà provoqué des bouchons, notamment en Bretagne et en Normandie. Toute la situation en direct dans un instant. Myriam El Khomri a pris les rênes du ministère du Travail en remplacement de François Rebsamen. Elle était auparavant secrétaire d'État à la ville. Son portrait à suivre. Un homme a été placé en garde à vue après le violent incendie qui a ravagé la nuit dernière un immeuble du 18e arrondissement de Paris, faisant 8 morts dont 2 enfants. Toutes les précisions et la suite de l'enquête à venir dans ce journal et dans ce QG de l'info. Le QG de l'info. Mais tout d'abord, donc, de très grosses perturbations sont à prévoir ce jeudi aux abords de la capitale puisque les agriculteurs ont prévu une méga manifestation d'1 millier de tracteurs à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs prévus autour de la place de la Nation. Ils souhaitent à nouveau exprimer leur désespoir face à l'effondrement des cours et demander des réformes de fond. Dès 6h demain jeudi, les différents cortèges vont converger vers la porte de Vincennes dans l'est parisien et ainsi bloquer les autoroutes A1, A4, A6, A10 et A13. Les tracteurs devraient ensuite réemprunter les mêmes itinéraires en fin de manifestation à partir de 17h. Globalement, la préfecture de police invite donc les automobilistes à différer leurs déplacements et à privilégier les transports en commun afin d'éviter, dans la mesure du possible, d'emprunter les véhicules pour se rendre dans la capitale et donc bloquer un peu plus la situation. En tout cas, ça se passera uniquement dans la capitale, rien en province pour l'instant. En bref, 6 Eurostars ont été impactés par la présence de migrants sur les voies mardi soir. L'un des trains bloqués à Calais n'est reparti que ce matin à cause d'une fuite de gaz selon la préfecture du Pas-de-Calais. Je vous le disais en titre, c'est une annonce assez inattendue faite par l'Élysée. Myriam El Khomri vient d'être nommée au ministère du Travail pour succéder à François Rebsamen, redevenu maire de Dijon. La passation de pouvoir a eu lieu cet après-midi à 15h30. À 37 ans, la Benjamine du gouvernement quitte donc ses fonctions de secrétaire d'État chargé de la politique de la ville. Des responsabilités qui sont désormais attribuées à Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. En tout cas, une femme au ministère du Travail, c'est aussi rare, symbole de la parité et de la diversité. Elle succède à 2 géantes, Martine Aubry à gauche et Christine Lagarde à droite. Parmi les dossiers qu'elle trouvera sur son bureau rue de Grenelle, la réforme du droit de travail et bien sûr l'inversion de la courbe du chômage. Myriam El Khomri est pour l'instant peu connue des partenaires sociaux et va donc devoir s'entendre avec les syndicats. Elle aura aussi la lourde tâche d'annoncer les chiffres mensuels des demandeurs d'emploi. Écoutez justement les réactions de Jean-Claude Mailly, il est secrétaire général de Force ouvrière. Monsieur Germain connaissait bien les dossiers, etc. Maintenant, c'est le président de la République et le Premier ministre qui décident qui doit être ministre du Travail. Je ne porterai pas de jugement sur la nouvelle ministre du Travail dans la limite où je ne la connais pas. J'ai d'ailleurs d'ores et déjà demandé à la rencontrer rapidement pour faire un point de tous les dossiers qui sont nombreux sur la table actuellement. C'est un poste qui nécessite beaucoup d'expérience. Vous dites que vous ne connaissez pas Myriam El Khomri, mais est-ce que vous pensez qu'elle a la carrure pour gérer les gros dossiers à venir ? Je ne sais pas, je ne la connais pas, donc nous verrons au fil du temps comment ça se comporte. On verra sur le poids du ministère du Travail. Il va falloir qu'elle intègre rapidement toute une série de dossiers lourds. J'ai toujours dit, on peut avoir de bons ministres du Travail qui connaissent bien le code du travail ou qui ne le connaissent pas et qui l'apprennent, enfin pas le code mais les relations sociales, etc. Je ne pense pas qu'elle ait eu beaucoup de contacts avec les organisations syndicales ou patronales, donc on va découvrir, et on va découvrir y compris le poids politique qu'elle pourra avoir au sein du gouvernement, y compris, parce que c'est toujours comme ça, y compris vis-à-vis d'une ligne économique qui se dirige à Matignon et à Bercy. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit en mesure de
peser sur le ministère des Finances, par exemple ? Ah bah oui, il y a deux choses si vous voulez. Dans une architecture ou un organigramme ministériel, il y a le poids en tant que tel du ministère du Travail. Est-ce que c'est un ministère prioritaire ou est-ce que c'est un ministère secondaire par rapport à des objectifs économiques ? Ça, quel que soit le ministre en poste. Depuis un petit bout de temps, on a plutôt le sentiment qu'il était passé au second plan, d'une certaine manière. Donc là, est-ce qu'il va revenir au premier plan ? Sa réponse dans les semaines et les mois à venir, c'est ça qui m'apparaît réellement important. Alors est-ce qu'elle va le faire ou pas ? Ça, je peux pas répondre aujourd'hui. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, au micro de Sarah Lemoine cet après-midi. En tout cas, pour préciser l'appui politique de Myriam El Khomri, il faut savoir qu'elle est tout sauf une frondeuse. Manuel Valls et François Hollande, qui l'apprécient beaucoup et saluent régulièrement son sens politique, pourront donc compter sur sa loyauté. Une femme neuve donc pour engager de nouveaux chantiers sur le code du travail ou encore les relations sociales. L'économie à présent, et depuis le 16 août dernier, les 8 plus grandes fortunes françaises ont vu leur patrimoine fondre de 9% sur la seule journée d'hier. Ils ont perdu 3,5 milliards. Du coup, Bernard Arnault, le plus touché, n'est plus le Français le plus riche. On ignore pour le moment quel sera son éventuel impact sur l'économie réelle. Mais une chose est sûre, le krach boursier chinois qui tire toutes les bourses mondiales vers le bas a donc déjà fait des victimes sur les grosses fortunes en France. Selon les calculs du ministère de la Culture, une extension de la redevance audiovisuelle aux détenteurs de box permettrait d'augmenter les revenus de l'audiovisuel public tout en épargnant les finances des jeunes et des foyers les plus modestes. La redevance pourrait donc arriver sur les box internet. C'est en tout cas ce qu'a proposé la nouvelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Le tribunal correctionnel de Meaux a requis ce mercredi 4 ans de prison, dont 3 fermes, à l'encontre de l'ancien responsable du Front National en Seine-et-Marne, Adrien Desportes, soupçonné d'avoir incendié des dizaines de voitures afin de faire croire à une montée de l'insécurité. Un incendie aux 4 rue Mira dans le 18e arrondissement de Paris a fait 8 morts dont 2 enfants. C'est l'un des incendies les plus meurtriers de ces 10 dernières années dans la capitale et on l'a appris cet après-midi. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé quelques heures après ce violent incendie. Pierre-Henri Brandet est porte-parole du ministère de l'Intérieur. Écoutez sa réaction. Les pompiers ont été appelés à 2 fois pour intervenir dans cette rue, à la même adresse, 4 rue Mira. À 2 reprises, ils sont intervenus. La première fois, c'était à 2h23 cette nuit pour un feu de papier dans le hall de l'immeuble, très très rapidement éteint, bien évidemment, et rapidement maîtrisé. Les pompiers ont assuré la ventilation et sont repartis. Et plus de 2 heures après, même adresse, mais cette fois un feu beaucoup plus virulent qui s'est propagé par la cage d'escalier à plusieurs appartements et qui a provoqué ce terrible bilan, le décès de 8 personnes, dont 2 enfants, dont des victimes se sont défenestrées. Donc c'est un drame humain absolu. Et c'est vrai que les premiers éléments, et en tout cas le fait que les pompiers aient à 2 reprises dû intervenir cette nuit, est une indication du fait que cela pourrait être un acte criminel, en tout cas un acte malveillant. Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. La première audience dans l'affaire Freddie Gray avait lieu ce mercredi à Baltimore dans le Maryland aux États-Unis. 6 policiers sont accusés d'avoir provoqué la mort de ce jeune Afro-Américain de 25 ans en avril dernier lors d'une arrestation musclée. Le drame avait provoqué des émeutes dans la ville et l'instauration d'un couvre-feu. Le vaisseau russe Soyouz a décollé mercredi matin avec à son bord le russe Sergei Volkov, le Kaiza Adin Abinetov et le danois Andreas Mogsen. Il faudra 2 jours à la navette pour rejoindre la station spatiale internationale contre 6 heures en temps normal. L'ISS a dû cet été dévier sa trajectoire habituelle pour éviter des débris spatiaux. Les 2 comédiens, Catherine Fro et Fabrice Luchini, sont à l'affiche des 2 seuls films français en lice pour le célèbre festival du film de Venise, L'Hermine de Christian Vincent et Marguerite de Xavier Giannoli, 2 films dans lesquels ces acteurs très populaires
incarnent chacun le personnage principal. Réponse de cette 72e Mostra de Venise ce mercredi soir avec un film de survie spectaculaire, Everest de Balthazar Kormárur. Les sports est mené 2-7-1 par Thanasi Kokkinakis. Richard Gasquet a bénéficié de l'abandon de l'Australien pour se qualifier au deuxième tour de l'US Open, mené 2-7-0 puis 3-0 dans le troisième. Donald Young est quant à lui allé au bout de lui-même pour finalement battre Gilles Simon. Défaite également de Paul-Henri Mathieu. Caroline Garcia s'est inclinée face à Andrea Petkovic. Enfin toujours chez les hommes, Nicolas Mahut et Adrian Manarino sont qualifiés pour le second tour. Et puis dernière information, le comité olympique américain a annoncé hier mardi la candidature de Los Angeles pour l'organisation des JO d'été de 2024. L'USOC avait initialement choisi Boston plutôt que Los Angeles. Washington et San Francisco, mais la ville du Massachusetts avait retiré sa candidature en juillet d'une faute d'adhésion de sa population, inquiète des éventuelles répercussions financières. Le projet Los Angeles 2024 table sur un budget de 4,1 milliards de dollars pour des recettes estimées à 4,8 milliards de dollars. Affaire à suivre donc Los Angeles qui se battra face à Paris, Rome, Hambourg et Budapest. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants pour un grand reportage exclusif. C'est la suite du QG de l'info, grand reportage à présent. Il y a tout juste 20 ans, Srebrenica sombrait dans l'horreur. Plus de 8000 Bosniaques étaient tués par les miliciens serbes de Ratko Mladic pendant que les survivants fuyaient vers les territoires contrôlés par l'armée. Depuis le début des années 2000, quelques milliers de Bosniaques sont pourtant revenus sur les lieux du massacre pour continuer à vivre et penser les mémoires du passé. Reportage Simon Richo. Sur la place centrale de Srebrenica, des ouvriers rénovent le vieux motel Alic. Comme chaque printemps, la ville se prépare pour les commémorations du 11 juillet en l'honneur des victimes du massacre de l'été 1995. En face, juste à côté de la grande mosquée, le petit troquet de Zahida est le point de rencontre des Bosniaques du centre-ville. On vient y boire un café, une bière ou de l'eau de vie. En général, Zahida est la seule femme du bistrot, mais personne n'oserait contester son autorité. Mon patron a ouvert ce café en 2003. Avant, c'était petit, c'était comme une niche, comme une cabane, et avec le temps, cela s'est agrandi. C'est toujours la même bande de clients qui vient ici. Il y a le président du tribunal, le directeur du mémorial. Même le maire vient de temps en temps. Quand les premiers Bosniaques ont commencé à revenir au début des années 2000, il a fallu dépasser les haines et la méfiance. Pas facile de revivre avec ses anciens voisins serbes et les réfugiés qui s'étaient installés en ville. Avec le temps, les rapports entre les deux communautés s'améliorent lentement, mais sûrement. Donc en année 2000, il y a un retour qui commence. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Serbes, c'était un choc. Et la situation, c'était catastrophique. On a assassiné certains gens qui sont essayés de retourner, on a posé les mines. Moi, je suis essayé de retourner, par exemple, en 2001. C'était presque impossible. Et bon, quand je suis retourné en 2005, il existait encore le truc entre deux communautés, même à cette époque. Et puis, si tu compares avec la situation d'aujourd'hui, donc il y a grand changement. Il y a vraiment grand changement dans le rapport entre les Serbes et les Bosniaques ici. Muisin Omerovic, rescapé du massacre de juillet 95, s'est un temps exilé en Suisse. Après avoir hésité à écrire son avenir loin de sa Bosnie natale, il a fini par revenir avec femme et enfants. Muisin travaille aujourd'hui à la mairie, où il est en charge du développement. Ce qui le tracasse, ce n'est plus la question des retours, mais bien celle des départs. Est-ce que les gens en retournent encore ? Malheureusement, nous avons plutôt les gens qui partent. Spécialement si on parle de jeunesse de deux communautés, de Serbes et de Bosniaques. Ça montre bien l'absurdité, le paradoxe de cette guerre. Et maintenant, tout le monde, on quitte tout ça. Personne ne voulait pas plus vivre dans cette ville-là. Avec ses rues quasi désertes, ses innombrables maisons détruites et sa majorité de commerces fermés, Srebrenica a des airs de ville fantôme.
Dans cette région de moyenne montagne, éloignée des grands axes de communication, le désenclavement est crucial pour que l'activité reprenne et que les gens reviennent. Le nouveau maire, le bosniaque Čamil Duraković, a pris ses fonctions en 2012. Aujourd'hui, la commune compte entre 7 et 10 000 habitants. Avant la guerre, il y en avait 37 000. Moins de gens, cela veut dire moins de ressources fiscales. Pourtant, la ville doit faire face à peu près aux mêmes dépenses. Certains villages se trouvent à 70 km du centre. Or, il faut entretenir les routes, dégager la neige, assurer le transport scolaire. Les charges sont les mêmes, mais les habitants sont bien moins nombreux, ce qui rend tout plus difficile. Des années durant, les fonctionnaires qui travaillaient à Srebrenica n'habitaient même pas sur place, mais à Sarajevo ou en Serbie. Čamil Duraković est le premier maire depuis la guerre à résider dans la commune. Son objectif, attirer coûte que coûte des entreprises pour faire baisser le chômage qui touche plus de 45% de la population active. Čazim Salimović est directeur adjoint du service économique de la municipalité. Certaines entreprises s'installent ici parce que la main-d'œuvre est bon marché et qu'à Srebrenica, il y a une longue et riche tradition industrielle. La commune a toujours été beaucoup plus industrielle qu'agricole. La mairie mène aussi une politique de développement des zones franches avec des procédures d'enregistrement simplifiées et la possibilité de payer les taxes en plusieurs échéances. Ce que l'on souhaite, c'est que le plus possible de gens reviennent à Srebrenica. 20 ans de paix ont passé depuis la signature des accords de Dayton. Et pourtant, la Bosnie-Herzégovine est toujours divisée en deux entités, la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska, toutes deux dominées par des partis nationalistes. À Srebrenica, comme dans le reste du pays, la question de l'emploi est un préalable en vue de retisser les liens et de dépasser les clivages communautaires. Il faut donner du travail pour que les gens ne vivent pas en marge. Sinon, on les manipule facilement. Donner du travail aux gens, qu'ils aient un revenu stable pour leur famille et il n'y aura plus de nationalisme. Quand les gens auront des revenus réguliers, ils commenceront à se demander quel est le programme du maire et non pas s'il est serbe ou bosniaque. La clé, c'est le travail. Ça ne sert à rien de balancer de l'argent dans la réconciliation, dans des séminaires, des experts ou de la psychologie. Des centaines de millions d'euros ont été investis par les pays occidentaux et les organisations internationales pour reconstruire Srebrenica et redynamiser la région. Mais la grande majorité de ces fonds ont été détournés ou se sont évaporés dans la nature. Certains en ont d'ailleurs profité pour s'enrichir grassement. Le journaliste Marinko Sekulić est l'un des piliers de la radio-télévision locale. Quand est-ce qu'on vole? On vole de toutes les manières. Plus tu es proche du pouvoir, plus tu as de chances de pouvoir voler. On vole sur les appels d'offres pour tous les projets de reconstruction, sur les immeubles et sur les routes. On vole les donations internationales. Cela passe un peu par les ONG, mais surtout par la mairie et les Nations Unies. Ils se présentent tous comme des grands Serbes et des grands musulmans, mais quand il s'agit de voler, ils s'entendent sans problème. C'est tous les mêmes. Malgré cette après-guerre qui n'en finit pas, la vie a repris ses droits à Srebrenica. En face de la mairie, le café du centre commercial sert de lieu de rendez-vous à tous les habitants de la ville. Le supermarché situé juste au-dessous a été racheté en 2007 par un homme d'affaires serbe. Mirza Ibrahimović, le directeur du magasin, est bosniaque. Nous avons entre 20 et 27 employés, pour moitié des Serbes, pour moitié des Bosniaques. Nous faisons de la vente au détail. Le plus grand problème, c'est le manque d'habitants. Il y aurait plus d'habitants, ce serait plus simple. Mais on se bat, les habitants, ce sont des consommateurs. Au centre commercial de Srebrenica, les employés serbes et bosniaques se côtoient sans problème et c'est loin d'être une exception. Dans les usines de la zone industrielle de Potocari, là où se trouve le mémorial dédié aux victimes du massacre, tout le monde travaille ensemble. Par contre, il est toujours difficile pour un bosniaque d'être embauché dans les entreprises publiques de Republika Srpska, comme l'explique Muizin Omerović. Dans les institutions, c'est le mixte, sauf
Donc c'est pas seulement le cas ici à Srebrenica, mais c'est partout en République serbe. Dans l'entreprise d'électricité, il n'y a aucun Bosniaque qui travaille. Aucun, pas seulement ici, mais nulle part. À la Poste, c'était aussi longtemps. Ça sont les entreprises de gouvernement. On n'avait pas de Bosniaque. Maintenant, il y a un Bosniaque qui travaille à la Poste ici. Dans les autres villes, non. Mais ici, il y a quand même, dans les écoles, ici, il y a de mix. Dans la police aussi. Dans la police, par exemple, le chef de police, ici, c'est un Bosniaque. Durant des centaines d'années, sous l'Empire ottoman puis sous la Yougoslavie socialiste, les différents peuples de Bosnie-Herzégovine ont vécu et travaillé ensemble. Les Bosniaques invitaient les Serbes à partager l'agneau lors de l'Aïd, les Serbes leur rendaient l'appareil à Pâques. Récemment, la construction d'une église orthodoxe à Potocari, tout près du mémorial, a suscité la polémique. Le père, Aleksandar Mladenovic, assure néanmoins que tous les habitants ont apporté leur aide, quelle que soit leur confession. Nous avons beaucoup de voisins musulmans qui ont aidé à la construction de l'église. Grâce à Dieu, ils l'ont fait comme on l'a toujours fait dans la région. Avant la guerre, quand on construisait une mosquée, beaucoup de Serbes aidaient également. Nous avons des problèmes avec ceux qui n'aiment pas leur propre peuple. L'église est maintenant terminée. Il y a 3 jours, nous avons célébré la liturgie. C'est une église qui vit. 90% des maisons de la zone ne sont pas entièrement reconstruites. Mais les gens sont venus et ils ont aidé. Malgré cela, les tensions restent palpables entre les communautés. Dans les Balkans, on est toujours la minorité de quelqu'un d'autre. Et si les Serbes sont majoritaires en Republika Srpska, ils sont minoritaires à Srebrenica. Le peuple serbe est aujourd'hui marginalisé à Srebrenica. Il souffre de ce que l'on pourrait appeler un apartheid silencieux. Les Serbes sont privés de tous leurs droits. L'accès à l'emploi est plus difficile pour eux parce qu'ils sont serbes. Ces dernières années, nous avons aussi une hausse des attaques contre les Serbes, contre leurs biens, contre l'église, les monuments, les cimetières et même ces derniers temps, contre les prêtres. De l'autre côté, les Bosniaques de la région dénoncent des discriminations répétées de la part des autorités de la République serbe. L'un des principaux griefs concerne l'éducation des enfants. À l'hiver 2014, Muisin Omerovic a poussé les habitants de Konjević Polje, un village bosniaque situé à une vingtaine de kilomètres de Srebrenica, à boycotter les cours car ils suivaient le programme scolaire de l'entité serbe de Bosnie. Mais moi, personnellement, je suis commencé mon bataille quand mes enfants ont commencé d'aller à l'école. C'était les livres tout à fait discriminatoires. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, vous n'avez même pas un nom au prénom bosniaque. Nous n'existons même pas. Rien de notre culture, rien de notre, je ne sais pas, histoire, rien de notre littérature, rien. C'était tout serbe. Tu sais, si tu m'apprends ta version de ta histoire, où tu niais le génocide et tout ça, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vécu. Ça, je n'arrive même pas d'accepter. Tout le paradoxe, c'est qu'à Srebrenica, les enfants bosniaques et serbes fréquentent les mêmes écoles dans un climat apaisé. Et leurs parents se retrouvent le week-end sur la petite tribune Dekati du stade municipal pour encourager le FK Guber, le club de foot local. Surtout, lors du derby contre Bratunac, la ville serbe voisine. Suljo Čekanović est Rome, il préside le FK Guber. Guber est un club multi-ethnique. Les joueurs et les dirigeants viennent de toutes les communautés. Et cela fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, le FK Guber évolue en Ligue régionale, la 3e division bosnienne, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des chansons à sa gloire, comme les plus grands clubs. C'est un groupe de hard rock local, Afera, qui compose les hymnes diffusés lors des matchs à domicile. Quand il ne sert pas au restaurant de son père, Mix, le jeune bassiste passe son temps en studio.
Le groupe Afera se compose de 2 Bosniaques et de 2 Serbes. C'est un groupe multinational. Nous savons bien que l'image de Srebrenica dans le monde est très mauvaise, avec beaucoup de choses fausses. Nous avons donc décidé d'envoyer un autre message à travers la musique et l'art. On veut faire passer quelque chose de positif grâce à notre expérience et nos chansons. Mix a 22 ans. Il est né un an après le début des combats en Bosnie-Herzégovine. À l'époque, ses parents avaient quitté Srebrenica pour se réfugier de l'autre côté de la frontière, en Serbie. Pour lui, pas de doute, l'avenir s'écrit dans la ville de ses ancêtres, au-delà des querelles du passé. Je suis né en 1993 à Bajina Bašta et je suis revenu à Srebrenica en 1995. Je ne me rappelle plus de mon retour, mais je me souviens des années suivantes quand il y avait beaucoup de ruines. Ce n'était pas une belle période. Les gens se plaignent aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est mieux de penser aux bonnes choses, d'essayer de travailler pour que nous vivions mieux ensemble. Un peu plus loin, les clients du petit café du centre sont attablés autour de leur verre. Comme à son habitude, Zahida fume dans un coin en surveillant la salle. Souvent, les musulmans s'engueulent entre eux, ils veulent se battre. D'où est-ce que cela vient? Je n'en sais rien. J'ai un ami serbe, Mileta, qui tient un restaurant et il arrive aussi que ses clients se battent. Srebrenica veut tourner la page. Un grand reportage de Laurent Gélin et Simon Rico. Réalisation Eva Moshinsky. Fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain. Le QG de l'info.